cette séance du conseil municipal. Je vais d'abord faire l'appel. Présent. Frédéric Dulac. Présent. Tristan Jacques. Présent. Laurence Renard. Présent. Roberto Drapon. Présent. Émilie Stella. Présent. Arnaud Boutier. Absent. Pouvoir à Denis Vergniaud. Magali Douce. Présente. Jean Panserel. Présent. Eliane Goliot. Absent de pouvoir à Yolande Grobon. Brigitte Boucher. Présente. Denis Guyard. Présent. Raymond Vesco. Présent. Yolande Grobon. Présente. Fabienne Belinveil. Présente. Patrick Marquet, absent de pouvoir à Denis Guyard. Gary Gondelière, absent de pouvoir à Slimane Moala. Denis Vergniaud. Présent. Slimane Moala. Christelle Guillard. Présente. Salem Laourag, absent de pouvoir à Christelle Guillard. Charles Renard. Présent. Nicolas Largès. Présent. Caroline Nignou, absent de pouvoir à Anne Dedon. Isabelle Salomé, absent de pouvoir à Fabienne Belin. Anne Dedon. Présente. Stéphane Bouchard. Présent. Étienne Dervin, absent de pouvoir à Raymond Vesco. Benoît Toulec, absent de pouvoir à Stéphane Bouchard. Nous avons le quorum. Secrétaire de séance, Frédéric Dulac. Ok. C'est ok. Ensuite, donc, premier point, l'approbation du procès verbal, donc du compte-rendu du conseil municipal du 3 février. Je n'ai pas reçu de remarques sur ce conseil. Je vous propose donc de passer au voix. Qui est contre? Abstention. Ah, pardon. Contre. 4 contre. Abstention. Refus de vote. Merci. Ensuite, tableau des effectifs des apprentis. Vous avez donc, comme chaque année, le tableau mis à jour, donc là, sur les effectifs d'apprentis pour l'année 2025-2026. Nous avons donc 4 effectifs, un en petite enfance, en espace vert, en enfance et au centre social. Vous avez la durée de la formation restante. Donc, 2 se terminent en 2025 et 2 autres en 2026. Et vous avez l'ensemble des répartitions de financement et donc de reste à charge pour la commune, comme on l'a classiquement. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Pas de remarques. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Ensuite, je vais laisser la parole à présent à Tristan Jacques pour toute la partie finance avec en premier lieu le compte de gestion. Eh bien, écoutez, merci monsieur le maire pour me laisser la parole pour présenter cette magnifique partie finance-budget qui va nous occuper une grande partie de la soirée et que je vais essayer de rendre la plus intéressante possible. Donc on va commencer par le compte administratif et le compte de gestion qui sont à la fois la comptabilité communale côté commune et la comptabilité communale côté trésor public qui sont exactement les mêmes comptes mais du coup on doit voter 2 fois. Et donc je vous en présenter qu'un seul, puisque du coup, présenter le deuxième n'aurait strictement aucun intérêt, puisqu'il est équivalent. Petit rappel en 2 mots, le budget il se présente en 2 parties, une partie fonctionnement pour les dépenses courantes, le personnel et la gestion classique de la collectivité, donc ça en dépenses, en recettes, on va les voir par la suite, des recettes notamment liées à la fiscalité. Et donc cette section de fonctionnement est forcément votée à l'équilibre, et puisque la collectivité n'a pas le droit de se mettre en déficit, voter un budget en déficit sur la section de fonctionnement. Et il y a une deuxième section, c'est la section d'investissement qui permet à la commune d'investir, donc acheter de l'immobilier, investir dans des logiciels, construire des gymnases incroyables. Et pour cela, on a des recettes d'investissement
On le verra par la suite, mais c'est notamment des emprunts, de l'autofinancement, donc des virements de la section de fonctionnement à la section d'investissement, et différentes recettes qu'on verra par la suite, et notamment des subventions. Donc il peut y avoir des virements, des transferts d'argent entre la section de fonctionnement et l'investissement pour financer l'investissement. A contrario, le budget d'investissement ne peut pas servir au financement du budget de fonctionnement. Si on rentre sur la section de fonctionnement, donc là, les recettes de gestion de fonctionnement de l'année 24, la principale, sans surprise, c'est les impôts, fiscalité et taxes qui sont en légère augmentation puisque il y a eu une augmentation de la fiscalité l'année dernière. Donc on passe de 10 686 000 à 10 911 000. Le deuxième poste de recettes de fonctionnement, c'est le chapitre 74, donc les dotations, subventions et participations. Donc sur ce chapitre 74, on retrouve notamment l'ensemble des attributions de compensation de l'agglomération, mais également merci, je n'ai pas passé. Avec deux écrans différents, c'est compliqué de suivre. Et sur le chapitre 74, du coup, il y a toutes les compensations, donc l'attribution de compensation de Saint-Quentin suite au vote du pacte financier de dernières élections. Et il y a aussi les allocations de compensation que nous verse l'État suite à la suppression des différentes taxes qui nous étaient allouées. Les atténuations de charges, c'est le remboursement du coût de l'assurance. Vous savez, en cas d'arrêt de travail, c'est pas l'assurance maladie qui rembourse le financement des salaires des fonctionnaires, mais c'est une assurance statutaire que l'on paye tous les ans et qui du coup nous rembourse les salaires des agents qui sont en arrêt de travail, donc en légère hausse. Sur les autres produits de gestion courante, donc le poste le plus faible, produits des services, excusez-moi, produits des services, donc c'est l'ensemble des services que l'on fait, que l'on produit pour le public et qu'on, la plupart du temps, sont payants. Donc c'est l'accueil périscolaire, la restauration scolaire, le service enfance, le service senior, et je vous passe tous les services qui sont produits par nos services. Et on avait prévu 1,3 million qui était effectivement en hausse par rapport aux années précédentes en termes de budget. Et on a réussi à atteindre 1 495 000, ce qui est un bon niveau, puisque on a enfin récupéré le post-Covid, puisque anté-Covid, on était sur un niveau à 1,4 million, ce qui n'était pas arrivé du coup depuis le Covid, donc 2019. Voilà, pour le chapitre 75, c'est principalement les loyers qui sont perçus par la collectivité. Comme vous le savez, la collectivité a un parc immobilier de logements, de locaux commerciaux, et donc tous les ans nous percevons du coup un certain nombre d'euros grâce à ces bâtiments que nous mettons en location. Je vais les trouver là. Oui. Excusez-moi, je suis perdu. Hop là. Donc sur les recettes, forcément le concours de l'État qui est censé compenser financièrement les services qu'il a transmis aux collectivités territoriales l'obligation d'exécuter. Et donc, comme je vous le rappelle, en 2014, on avait presque 1,7 million de dotation de fonctionnement. Et en 2024, nous sommes arrivés du coup à 114 de DGF et 140 de dotation solidarité rurale. De l'autre côté, on a toujours des ponctions, je vous le rappelle, le FPIC et le FSRIF, qui sont deux ponctions dont le calcul est totalement abscon, puisque personne ne sait comment se calculer à part deux personnes, peut-être en cabinet de préfecture ou cabinet ministère de l'économie. Et donc on a 114 plus 140 de recettes de l'État et 108 et 175 de ponctions, ce qui nous fait du coup un solde négatif pour la troisième année consécutive de moins 29 000 euros. Au niveau des dépenses de gestion, donc là on a fait côté recettes, on passe sur le côté dépenses. Côté dépenses, du coup on avait un budget de 4 544 000
Pour la partie du coup fonctionnement courant, donc les fluides, les contrats de restauration, l'ensemble des dépenses d'équipement courant, l'EDF, je passe le détail. On a réussi encore, grâce à la mise en concurrence et grâce à la remise en cause un peu de tous les projets qu'on a en permanence. En permanence, on essaie de rechercher des économies à droite, à gauche, et ça paye, puisque du coup on atterrit à 3 965 000 sur un budget de 4 millions 5. Sur les charges de personnel, on avait prévu du coup 8 806 945 000 € de dépenses et un atterrissage très très précis puisque c'est 8 806 942, donc à peine 3 €, un peu moins de 2 € d'écart. Donc une masse salariale qui est très stable malgré les augmentations que nous a demandé de faire l'État, notamment sur la réévaluation du point d'indice, de l'augmentation de la cotisation retraite ou encore de l'augmentation du SMIC. Je vous passe peut-être les autres dépenses courantes. En termes de charges à caractère général, c'est juste un petit graphique pour vous montrer que en euros par habitant, la charge à caractère général, donc le chapitre dans lequel on retrouve, que vous tous les contrats et tous les fluides, on est plutôt constant, puisqu'on oscille entre 290 en 2020 avec le Covid, donc plutôt un 340, 350 jusqu'à 400 € en 2024, mais ce qui est relativement normal compte tenu du contexte inflationniste que tout le monde subit depuis quelques années. Au niveau des dépenses de personnel, comme je vous l'ai expliqué, on est plutôt stable, en légère augmentation, notamment suite au choix de la collectivité de verser la prime pouvoir d'achat pour soutenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires, mais aussi les mesures destinées en année pleine au cours de l'année 2023, notamment, comme je vous le disais, le coup de boost sur la salaire, la hausse du point d'indice en juillet 2023, la hausse de participation employeur sur les remboursements à 75% des transports en commun, et notamment la revalorisation du SMIC, excusez-moi, la hausse des cotisations patronales qui a augmenté de près d'1 point de base, et notamment quelques créations de postes, notamment pour le multi accueil et le service d'état civil, puisque maintenant nous gérons les pièces d'identité au sein de notre hôtel de ville. Alors, sur la section, donc là on a fait fonctionnement, recettes, dépenses, et maintenant on passe sur la section d'investissement. Donc en deux mots, là c'est l'ensemble des montants qui sont virés de la section de fonctionnement à l'investissement. Donc tous les ans, vu qu'on a des budgets qui sont positifs, du coup on a de l'argent sur notre budget de fonctionnement, et du coup on transfère une partie de cet argent du coup pour financer l'investissement. Donc là vous voyez un état de ces transferts au cours des années, et forcément, comme vous le savez, dans un cycle de mandat électoral, les gros investissements se font en fin de mandat, donc il est tout à fait normal de retrouver des gros virements à la section d'investissement sur la fin de mandat. Au niveau des recettes de fonctionnement, donc là on va retrouver c'est bon. On va retrouver les différentes recettes possibles, donc forcément les dotations fonds divers, notamment la TVA qu'on nous rembourse quand on investit en collectivité territoriale. Du coup on paye la TVA sur tout ce qu'on paye, donc elle n'est pas déductible de quoi que ce soit. Cependant l'État nous reverse, ça dépend des équipements, mais en général entre 12 et 16% de la TVA qui est dépensée sur chaque investissement avec un délai de 2 ans. Donc on retrouve cette TVA donc, sur le numéro 10, le chapitre 10, donc c'est le listo bleu. Et nous avons des subventions d'investissement, vous allez voir du coup en rouge, qui sont fortement en chute en 2024, puisque comme vous le savez, une des grosses recettes d'investissement qu'on va percevoir, c'est le financement du gymnase de l'Aune, 1,3 million.
et que l'on percevra du coup cette année, puisque le gymnase sera terminé finalement que cette année. Rien de plus. Et côté emprunt, bah, vous savez, on a emprunté du coup que 2 fois au cours du mandat, en 2019-2020, et peut-être en 2025. Au niveau des emprunts, un graphique assez intéressant. C'est une des questions qui a été posée en commission finance par M. Toulek. Il souhaitait savoir pourquoi dans le budget 25, le poste d'intérêt de la dette évoluait. C'était pour 2 raisons. Une des principales raisons, c'est effectivement qu'on a un emprunt à taux révisable qui est indexé sur le livret A, donc honnêtement, ce n'est pas un emprunt toxique. On est à 4% actuellement. Et donc forcément un peu compliqué de prévoir l'évolution de ce taux au cours de l'année. Et on a effectivement mis un budget complémentaire, on verra par la suite, sur les intérêts d'emprunt pour 2025, au cas où on financerait un équipement en 2025 via du financement externe. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a des taux relativement faibles, puisqu'on a quand même à peu près 2 millions d'euros en calculant rapidement le taux qui sont à 0,50, donc on peut difficilement emprunter plus bas, et un taux du coup qui est à 600 000 euros à hauteur de 4%. Et on se posera bien évidemment la question en 2025, quand on réempruntera, si on n'a pas intérêt du coup à refinancer cet emprunt si les taux s'avèrent un peu plus bas. Et donc ça permettra de piloter un peu mieux cette dette qui coûte 4%, c'est encore très raisonnable. Cependant, si on arrive à économiser quelques milliers d'euros pour cet emprunt, ça sera très bien. Au niveau des dépenses d'investissement, voilà, comme je vous le disais, forcément en fin de mandat on investit plus qu'en début de mandat, parce que à lancer ces projets en début de mandat, ils ont une réalité en fin de mandat où je vous laisse prendre connaissance du chiffre. Ça montre juste que effectivement en fin 2019 on est à 468 euros par habitant, mais on est à 374 euros par habitant en 2024. Donc on est sur des montants qui sont à peu près similaires en termes d'euros par habitant en fin de mandat, et on reste sur des euros similaires par habitant dans les périodes qui sont en début de mandat. Comme vous voyez, entre 172 et 191 euros par habitant d'investissement entre 2020 et 2022. Juste par transparence et pour montrer que voilà, qu'est-ce que c'est concrètement des dépenses d'investissement. Enfin, il y a notamment des achats de licences pour les logiciels, notamment les prises de rendez-vous pour les passeports et cartes d'identité, et notamment les logiciels pour les gérer. On a lancé des études également pour des études de faisabilité de cuisine centrale, de restructuration du centre de loisirs Henri Dès pour faire une crèche. Au niveau des achats d'équipements, on a aussi remplacé, comme on s'était engagé à le faire et comme on le fait depuis des années, à transformer les dernières ampoules qui ne sont pas LED en LED à hauteur de 25 000 euros. On a acheté du mobilier informatique qu'on renouvelle en permanence, du mobilier notamment pour les écoles qu'on change tous les ans, et d'autres matériels, d'autres équipements que vous voyez ci-dessous. Sur les grosses dépenses d'équipement 24, du coup chapitre 23, donc là on sort des petits équipements, on va sur des gros travaux. Forcément le gymnase de l'Aune revient, 1 660 000. Le gymnase module également avec un peu de bardage et la peinture sur le vestiaire foot, 40 000 euros. Un gros poste sur la maison de l'environnement, notamment suite aux fuites en toiture que l'on a eues récemment. Des travaux dans l'école André Gide et Francis James à hauteur de 132 000 euros, et divers travaux de remise en état, parquet, peinture, réfection de sol pour 270 000 euros. Nous allons continuer notre projet de déminéraliser les cours d'école, et c'était le cas cette année avec Francis James, avec une aire de jeu complémentaire à hauteur de 280 000 euros. Nous avons fait aussi quelques réfections de voirie en 2025, je vous passe la liste, mais pour un montant de 530 000 euros.
Et le P3 chauffage, vous savez, dans le marché de chauffage, il y a l'entretien, les consommations et aussi le remplacement des équipements, et là pour lequel on a un budget annuel de 50 847 € par an. Voilà, donc tout ça, ça nous fait des résultats. Donc sur la section de fonctionnement, nous avons un résultat de 1 500 000. Ces résultats proviennent d'une belle dynamique des recettes, notamment via l'ajustement de la fiscalité de 3%, la revalorisation des bases fiscales de 4%, et malgré ça, on a quand même réussi à faire c'est une bonne chose. On a aussi eu une baisse aussi drastique des droits de mutation, qu'on a divisé par deux quand même, parce qu'on est à 322 000 alors qu'on était à 608 000 il y a encore quelques années. Et ce qui nous permet de faire une année qui est très bonne, ce qui nous permet, encore une fois, de maintenir notre niveau d'investissement au sein de notre collectivité. Sur la section d'investissement, du coup, on est sur un résultat négatif. Du coup, on a 2,7 millions en recettes et 3,9 millions en dépenses, qui fait moins 1 214 000 de résultats négatifs. Et pour les restes à réaliser, du coup, on a fini, mais on a fini certaines dépenses d'investissement qu'on avait commencé les années précédentes, mais certaines, on ne les a pas encore terminées. Et donc, du coup, on a un solde sur les RAR de 627 000 €. Si on fait le cumul de tout ça, on a des recettes de fonctionnement de 15,5 millions, des dépenses de 14 millions, et ce qui nous fait un résultat de fonctionnement de 1,5 million. Si on ajoute celui-ci au déficit et aux excédents précédents de 3,7 millions, qui nous fait qu'un résultat de clôture de 5,2 millions. En investissement, du coup, on a un résultat négatif de 1,2 million. On avait déjà un excédent déficit sur le précédent BP de 900 000 €, ce qui nous fait un résultat de clôture sur l'investissement de moins 2 millions. Et dans les restes à réaliser, comme je vous le disais auparavant, on est à 627 000 €. Et donc du coup, il est proposé d'affecter une partie du résultat de fonctionnement sur le budget du coup investissement, donc c'est les moins 2 122 000 donc du résultat de clôture, plus les 627 000 € des restes à réaliser. Et donc il faut qu'on fasse un virement entre sections de 1 495 682 €. Juste un petit point sur l'épargne, c'est peut-être un peu plus visuel comme ça. L'idée c'est de vous montrer que on a réussi au cours du mandat à garder une épargne assez conséquente, une épargne nette notamment, donc l'épargne brute, l'épargne de gestion c'est les recettes moins les dépenses. Après, du coup, on retire les intérêts d'emprunt, et après on retire, du coup, sur l'épargne nette, les intérêts d'emprunt et le remboursement de la dette. Et cette épargne nette est importante parce que c'est vraiment notre capacité à auto-investir, à auto-financer nos investissements, à éviter de trop s'endetter au niveau de la collectivité. Et du coup, ce taux, on a réussi au fur et à mesure du temps, via des efforts de gestion permanents et via effectivement l'augmentation de certaines recettes, réussi à maintenir ce taux et ce niveau d'épargne nette qu'on a réussi à monter du coup cette année à 1,5 million. Voilà, monsieur le maire, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là, sur ce compte administratif, ce compte de gestion. Je reste à votre disposition pour y répondre. Merci Tristan pour cette présentation. J'en profite toujours aussi pour remercier les services qui ont travaillé sur ce compte administratif et puis aussi sur le budget qui sera à suivre. Je propose peut-être de commencer par le compte de gestion, et ensuite on discutera du compte administratif. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au compte de gestion ? Merci pour cette présentation
et la pédagogie associée. Si j'ai bien compris, la partie compte de gestion, c'est un document administratif auquel contribuent non seulement les services, mais également un comptable public. Et du coup, on vote sur La conformité du compte de gestion. voilà, la conformité des chiffres par rapport à ce qui a été Tout à réalisé. fait. J'avais une petite question concernant l'étude sur la cuisine centrale que vous avez évoquée et qu'on retrouve également dans les documents pour 2025, pour l'exercice 2025. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur le contour de cette étude? Alors, on en avait déjà parlé ici. C'est une étude qui nous permet de regarder s'il y aurait l'opportunité d'avoir soit une cuisine centrale spécifique à Manigalo, soit une cuisine centrale partagée avec d'autres collectivités. Mais je crois que j'avais déjà évoqué, on avait déjà parlé notamment quand on avait regardé la mise en commun de la cuisine avec la ville de Trappes. Alors, je reviens sur le compte de gestion, et puis après, éventuellement, si vous avez d'autres questions sur le compte administratif, parce que comme ça, puisqu'on doit voter évidemment chaque point de manière individuelle. Sur le compte de gestion, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des interventions? J'en vois pas, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Merci. Ensuite, par rapport au compte administratif, donc est-ce qu'il y a des questions? Là-dedans? Ou des interventions? Oui, voilà, plutôt dans le domaine de l'intervention. Donc là, même s'il s'agira des mêmes chiffres que ce qui vient d'être présenté, comme nous l'avions déjà exprimé là, au dernier conseil, on ne souhaite pas voter pour qu'un vote pour ne puisse pas être interprété de manière erronée comme une validation de la gestion budgétaire par la commune. Donc, c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué la dernière fois. Donc, on aura un vote différent que le premier, même si c'est sur la base des mêmes chiffres. Et voilà, nous voulons apporter l'explication. Alors, en effet, on a bien compris la dernière fois qu'il y avait une interprétation un petit peu particulière de votre part sur les votes des comptes administratifs précédents. Et donc j'en profite pour reconfirmer à nouveau qu'un vote d'un compte administratif, c'est donner quitus au maire. Et d'ailleurs, je vais sortir tout à l'heure, puisque vous pouvez aussi avoir des questions et des débats en dehors de ma présence. Et donc c'est bien donner quitus à la municipalité sur la gestion de la commune. Donc voilà, maintenant que vous vous en êtes aperçu, en effet, vous ne voterez plus, donc d'après ce que je comprends, le compte administratif. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques? Eh bien, je vais vous laisser avec Frédéric. Et je laisse la séance à Frédéric. Donc avant de passer au vote, est-ce qu'il y a quand même des questions ou des interventions? Non, personne. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Refus de vote. Je vous remercie. Jean, tu peux dire au maire
code législatif a été validé? Oui, ok. Alors, ensuite, nous avons l'affectation du résultat. Donc, c'est ce qui vous a été présenté par Tristan tout à l'heure aussi, mais je vais lui laisser le répéter, puisque c'est une délibération aussi à prendre. Bah, j'ai déjà exprimé, donc du coup il est à nouveau sur l'écran, donc ça en connaissance. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette affectation de résultat? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? 4 abstentions. Refus de vote. Je vous remercie. Ensuite, toujours Tristan Jacques, les taux de fiscalité 2025. Si vous me permettez, monsieur le maire, du coup on va évoquer le budget et les taux en même temps, puisque c'est D'accord. chose, et puis du coup Allons-y. les taux. Allons-y, mais par contre on votera les taux Bien évidemment. séparément. Alors, du coup, on a fait juste avant, du coup, le compte de résultat, pour parler en langage privé, de la collectivité juste avant, et du coup, maintenant, on va s'attaquer au budget prévisionnel. Donc, même structure, hein, pareil, du coup, on a une équipe générale avec une section de fonctionnement, recettes, dépenses qui doit être équivalente, et en investissement équivalente aussi. Cependant, en investissement, on a le droit d'emprunter pour équilibrer le budget s'il ne l'est pas. Ce qui n'est pas le cas en fonctionnement. La collectivité ne peut pas emprunter pour son fonctionnement courant. Alors, l'équipe générale du budget, on est sur un budget qui est presque similaire à l'année précédente. C'est rare. En général, les budgets augmentent d'année en année. Et on est sur un budget qui est relativement stable, puisqu'on est à 27 012 en 2024 et on a 27 774 du coup sur cette année 2025. C'est un budget qui est compliqué, qui a été compliqué à bâtir, puisque comme vous le savez, on n'avait pas de gouvernement en cette fin d'année. Et depuis le début d'année, le gouvernement n'était pas très clair sur ce qu'il prévoyait de faire pour les collectivités territoriales. Pour la petite histoire, on verra par la suite, mais on vient de recevoir aujourd'hui, il y a même 3 heures, un peu plus, 5 heures, le montant de la dotation globale de fonctionnement. Donc on a dû monter un budget sans beaucoup de data, avec beaucoup d'incertitudes, et avec une nouvelle invention de l'État, c'est le DILICO, qu'on va voir dans quelques minutes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose un budget qui est vraiment qui est dans une stabilité, très stable. Un budget très stable pour justement, car beaucoup d'incertitudes, notamment vis-à-vis de l'État. Donc on repart, détail des recettes de fonctionnement, des dépenses de fonctionnement, et on fera l'inverse après pour l'investissement. Sur le fonctionnement, du coup c'est un budget, comme vous le voyez, qui est principalement, je suis désolé, je suis fatigué, qui est composé principalement de la fiscalité locale. Donc pour 59% du budget de fonctionnement, c'est de la fiscalité locale. Mais nous avons aussi d'impôts et taxes. On va dire, c'est quoi la différence? Dans un cas, c'est de la fiscalité directe, la taxe foncière. Dans l'autre cas, c'est des redistributions. Notamment, on verra juste après, notamment des redistributions. Des redistributions, notamment avec les attributions de compensation que l'État nous a données pour compenser des taxes qu'il nous a supprimées il y a quelques années. Je me suis perdu un peu dans le truc. Et donc ça c'est 15%, et 9% c'est les produits et services, donc c'est la vente des services publics aux habitants. Sur les atténuations de charges, donc je vous l'expliquais par la suite, en préalable, on est sur 165 000 €, ce qui est très conforme à ce qu'on avait budgété l'année précédente.
Sur les produits et services, on a en tête qu'il y a quand même une baisse du nombre d'enfants au sein des écoles publiques de la commune. Et donc du coup, on a préféré être assez prudent sur le montant des recettes projetées. Comme vous le savez, c'est quand même l'enfance et la restauration scolaire qui font près des 3/4 du budget des produits et services. Du coup, on est resté sur un montant qui est relativement inférieur à ce qu'on a touché en 2024, puisqu'on est sur 1 365 000 versus les 1 million 495 que l'on a touché en 2024. Sur les autres produits de gestion courante, on est resté relativement stable par rapport à ce qu'on a perçu l'année précédente. Sur les impôts et taxes, du coup, on est parti du coup sur une augmentation du point d'indice de 1,7%, donc une fiscalité qui est relativement stable, puisque comme vous le verrez comme vous l'avez déjà vu dans les projets de délibération, nous n'avons pas proposé d'augmentation de la fiscalité cette année. Ça, c'est ce que je veux dire, merveilleux. Sur les recettes de fonctionnement, donc, comme je vous le disais il y a quelques secondes, l'État a inventé un nouveau concept. C'est le DILICO, c'est-à-dire on fait la banque pour l'État, et en plus, possiblement, il ne rendra pas tout. Et bien évidemment, on n'a aucune idée de combien on va être notifié, donc combien l'État va nous demander. Donc, dans le cadre de la politique de rigueur qui est menée par le gouvernement, il a créé un nouveau concept, donc ce DILICO. C'est des prélèvements sur les ressources fiscales de la commune. C'est-à-dire que du coup, c'est encore plus sournois que le FPIC ou le FSRIF, c'est-à-dire que ça sera prélevé directement sur la recette fiscale, comme ça sera encore moins. Et du coup, probablement, on estime entre 150 000 et 200 000 euros de ponctions complémentaires de l'État dans les caisses de la collectivité, mais qui va peut-être, mais je dis bien peut-être, parce que l'État nous dit sur la suppression de la taxe pro, oui, bien évidemment, je vais vous garder la taxe pro, je vous supprimerai, je vous compenserai pendant toute la durée de l'existence de votre collectivité votre taxe pro. Et là, cette année, il avait décidé qu'il ne la compensera pas, donc on va perdre encore 90 000 euros de nos compensations de la taxe pro, mais on le verra par la suite. Du coup, le DILICO, donc il nous prélève entre 150 et 200 000 euros cette année, et peut-être on va être remboursé d'un tiers pendant 3 ans sur environ 90%. Donc quelque chose de très clair pour lequel on n'a toujours pas été notifié, donc on a prévu une poche, mais on ne sait pas si ça sera 150, 200, voire 300, ou voire 50, on n'en sait rien. Donc la nouvelle baisse de dotation forfaitaire envisagée, du coup, donc ça on l'a fait, pas aujourd'hui du coup, puisque du coup on avait 120 000 à peu près de DGF, on avait projeté 20 000 euros, on se dit bon 20 000 euros ils ne vont pas être si méchants que ça, quand même, ils ne vont pas en retirer plus. Bon, en fait c'est vachement simple, on est passé de 120 000 à 0. Voilà. Donc 120 000, c'est quand même 2% d'augmentation d'impôt en recette. Donc voilà, c'est quand même dramatique d'avoir aussi peu de respect pour la démocratie territoriale et pour les collectivités territoriales qui doivent gérer leur budget comme État, de prévenir donc le 31 mars, puisque c'est avant le 31 mars que toutes les collectivités doivent voter leur budget, que du coup ils peuvent s'asseoir sur 120 000 euros. Alors nous c'est 120 000 euros, mais j'imagine même pas pour notre collectivité. Donc on est vraiment géré par des gens qui sont sur notre planète et qui n'ont vraiment rien à faire des autres. Et comme je vous le disais, du coup, on avait une dotation DCRTP, une dotation compensatrice de la taxe pro, qui avait légèrement baissé l'année dernière. On passait de 147 à 142 000 euros. On s'est dit, bon, ça va, c'est pas trop grave. Et là, pareil, on a été notifié il y a peu de temps. Du coup, on passe de 147 000 à 56 000 euros. Donc, une compensation qui devait être, ne vous inquiétez pas, vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous compenser tout le temps, il n'y aura pas de problème, pas de difficulté, mais voilà, comme d'habitude, il n'y a pas de problème, on compense, et quelques années après, on ne compense plus, et ça passe inaperçu.
Sur les charges à caractère général, comme je vous disais, on continue de faire des efforts en permanence. Donc on a prévu un poste en baisse, comme tous les ans, de moins 1,8% par rapport au budget 24. Sur les frais de personnel, à contrario, l'État a augmenté, comme je vous disais, le taux de cotisation retraite pour les agents des collectivités globalement. Et du coup, ça passe 50 000 € sur le budget 2025. Et donc, on augmente légèrement le budget, du coup, de 1,9%. Et pour info, cette hausse, elle est de 3% pendant 4 ans. Pareil, on est le 31 mars et on ne sait toujours pas ce que va être le FPIC ou le FSRIF. Donc, du coup, on a mis des montants, mais vu qu'on n'a pas de double cristal, en tout cas qu'elle est HS, du coup on ne sait pas combien on va être notifié. Et du coup on a mis des montants là. Plutôt intéressant ce tableau, c'est un comparatif, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un comparatif qui est pas inintéressant pour montrer les dotations de l'État moins les fonctions en fonction des différentes collectivités territoriales. Parce que c'est toujours intéressant de voir ce que touchent nos voisins. Pour info, Trappes touche 18 millions d'euros de dotation en fonction. La Verrière 1,7 million, Elancourt 800 000, Saint-Rémy 645 000, Villepreux 610 000, Montigny-Bretonneux 561 000, Elancourt 170 000. Et donc nous, on est à moins 81. Alors du coup, on ne sera plus à moins 81, on sera à moins 200, moins 250. Du coup, on va rattraper nos copains qui sont en bas. Les Clés-sous-Bois, moins 321, Plaisir, moins 352, Voisin Bretonneux, moins 451, Coignères, moins 550, et Morpa, 588. Donc là, c'était juste pour montrer les dotations forfaitaires. On vient de passer un petit peu de temps là-dessus, donc on va avancer. Les autres charges de gestion courante, on est sur le chapitre du coup 65. Donc c'est l'ensemble du tissu associatif, les subventions au CCS, les contributions au parc naturel régional, les indemnités d'élus et d'autres charges de gestion diverses. Donc sur ce poste-là, on est relativement stable tous les ans puisqu'on a maintenu encore une fois le budget de l'association. Au niveau des autres dépenses de fonctionnement, donc là il y a des intérêts d'emprunt, donc ça c'est ce que avait soulevé M. Toulec lors de la commission. Le budget qui est en légère augmentation, je dirais qu'on se réserve le droit de réemprunter cette année si besoin. Alors, au niveau de la section d'investissement, donc on devrait recevoir notamment le solde du gymnase de l'Aune sur les subventions d'investissement, ce qui nous représenterait quand même 3 376 000 €. Notamment, on devra recevoir aussi des subventions pour le DESIL, le fonds vert, pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Corot-Samin. Donc les restes à réaliser, donc on va finir le gymnase de l'Aune avec l'achat des praticables et des tribunes. On va acheter encore du mobilier comme tous les ans. On lance l'étude pour le coup passe au vert sur Saint-Exupéry Petit Prince. Et on a, comme je vous disais, le P3 chauffage, donc le marché de chauffage pour les remplacements des équipements. Excusez-moi, je n'étais pas sur la bonne slide. Au niveau des IMO corporels, du coup on a incorporel, du coup excusez-moi il y a une erreur. On va lancer une étude sur la maison d'environnement, notamment sur le chauffage, finaliser l'étude sur la cuisine centrale et notamment mettre à jour quelques plans.
On a diverses acquisitions de matériel divers, notamment des bains d'eau chaude, le système son de la maison de l'environnement et quelques matériels scolaires et équipements informatiques pour les écoles et les services. Sur les travaux en cours, un des principaux postes de l'année sera bien sûr les travaux de rénovation énergétique du groupe Kourou-Samin, puisqu'on est à peu près de mémoire à 1,8 million de budget, si je ne dis pas de bêtises. La déminéralisation de la cour d'école, qu'on finira d'ici la fin d'année, je l'espère, et la maîtrise d'œuvre pour la restructuration partielle du centre de loisirs Henri Dès pour l'accueil des jeunes enfants et le vestiaire foot sur lequel nous travaillons également. Bien évidemment, il y a des travaux dans les bâtiments en permanence, donc je vais passer l'ensemble des travaux, mais on va continuer d'investir et de maintenir notre patrimoine bâti, et également l'ensemble de nos voiries, dont vous voyez la liste ci-dessous. Bah, 2025, je viens de dire, on est vraiment dans la continuité, mais c'est de pire en pire en fait. Voilà, on a bien mis en cas de dotation en 2016. Bah, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien on a, puisqu'on ne connaît pas encore les fonctions et du FPIC et FSRIF qui vont être faits par l'État. Mais c'est quand même vraiment dramatique de devoir piloter des budgets des collectivités sans avoir d'infos au préalable de la part de l'État, sans avoir d'outils permettant d'anticiper ces décisions. Donc on perd encore les dotations de fonctionnement, je vous l'ai expliqué, qui venaient à la base ces dotations, je rappelle, compenser financièrement les transferts de compétences de l'État vers la collectivité. Et c'est quand même dramatique que l'État, cette année, pour la première fois de l'existence de notre commune, je pense, nous versera 0 € de dotation globale de fonctionnement pour des services qui nous demandent de gérer plus son compte. En plus de ces 0 de dotation, bah, on a des fonctions, comme je vous l'ai dit, FSRIF et FPIC. À cause de ce potentiel fiscal, l'État considérant que du coup les habitants de Magny ne payent pas assez d'impôts sur notre commune. En 2025, quel levier pour financer les services publics de la collectivité? Encore de la rigueur, en permanence avec l'ensemble des élus, des arbitrages récurrents pour maîtriser nos dépenses publiques. Allez toujours chercher plus de financement, vous l'avez vu sur l'investissement, on a quand même un très très bon taux de financement de l'investissement, sinon on ne pourrait pas les faire. Et tout ça pour maintenir nos services publics de proximité. On a de la chance, la collectivité, on l'a géré pendant pas mal d'années, donc on a réussi à maintenir un endettement relativement faible par rapport aux collectivités qui sont à côté de chez nous, ce qui nous laisse encore des marges de manœuvre assez importantes pour continuer de financer nos investissements structurants. Donc en 2025, il faudra encore une politique rigoureuse pour maintenir ce service public qui est vraiment plébiscité par nos habitants, pour continuer d'accompagner la famille, la petite enfance, les seniors, pour continuer notre politique de solidarité envers les plus fragiles, et notamment les enfants, tout en veillant à assurer un environnement qualitatif et continuer d'investir dans le développement durable. Donc en 2025, nous vous proposons un budget qui est vraiment stable, qui nous permet de continuer d'investir, de maintenir nos services publics, et tout ça sans augmenter les impôts malgré l'incertitude qui pèse sur le budget de la collectivité territoriale, puisqu'on a encore la moitié des infos de la part de l'État pour monter le budget comme tous les ans, mais c'est bien en fait. Merci. Merci Tristan pour cette présentation complète du budget 2025. Y a-t-il des interventions, des questions, des remarques? Non, qui? Madame Delon. On peut alterner. Une petite question pour Raymond sûrement. On a vu apparaître dans le budget, parce que Tristan l'a évoqué, et puis c'était également dans les décisions en fin de document pour le Conseil,
un budget pour les équipements de son de la maison d'environnement, donc c'était pour 88 000 euros, je crois. Moi, je croyais que c'était déjà équipé, donc si on pouvait avoir une petite explication, ça irait bien. Qui veut dire que ça avait pris l'autre? Christophe? Non, mais en 2 mots, effectivement, vu que la toiture de la maison d'environnement n'avait pas été entretenue, du coup on l'a refaite. Mais entre-temps, il a plu sur l'ensemble des équipements de sono de la maison d'environnement. Et l'assurance a décrété que du coup c'était trop ancien pour nous prendre en charge la totalité du remplacement. Du coup, on a remplacé à nos frais. L'assurance est pris, je crois, 10 à 20% de mémoire du coût global de l'équipement. Voilà, une question de moins sur les décisions à la fin du conseil. Ouais, vous avez tout compris. Alors, on revient sur le budget. Donc on n'a pas forcément la même approche que vous par rapport au maintien du taux d'imposition. C'est plutôt que vous reconduisez les hausses des années passées en maintenant les impôts à un niveau qui ne nous conviendra toujours pas. Moi, je suis toujours intéressé, très bien, j'entends. Honnêtement, si vous avez d'autres idées pour avoir un budget qui est différent, moi, je suis preneur. Que ce soit ici, que ce soit en commission finance. On regrette sincèrement qu'il n'y ait pas d'autres propositions de votre part. On est vraiment à l'écoute. Au comité consultatif finance, à personne de chez vous. N'hésitez pas à nous faire des propositions, à nous transmettre vos améliorations, à vous transmettre des idées pour améliorer l'existant. Moi, je veux bien tout entendre et je veux bien que l'augmentation, la stabilité du taux ne convienne pas. Ici, tout le monde paye des impôts presque fonciers et tout le monde subit, entre guillemets, l'augmentation d'impôts. Et vous pensez bien que si ça nous fait plaisir d'augmenter les impôts, on fait autre chose, quoi. En permanence, vraiment, les services, des fois ils n'en peuvent plus parce que je refuse des bons de commande parce qu'il n'y a pas assez de détails, parce que voilà. Et pourtant, ils sont très très rigoureux, mais en permanence on challenge chaque euro. Et vraiment, si vous avez d'autres solutions, des services à supprimer, mais dites-nous, on est vraiment à l'écoute, quoi. Mais ne me dites pas, oui, on n'est pas d'accord avec vous, on voudrait que vous baissiez les impôts, dites-moi comment. Dites-moi comment. Là, on perd 120 000 euros de DGF, on va prendre 200 000 balles de Dilico, on va prendre encore, je sais pas combien de FPTFS riches, mais dites-nous comment, quoi. Je suis d'accord, mais cette hausse d'impôt, en fait, cette forte hausse d'impôt, elle a quand même lieu en début de mandat, quoi. Là, effectivement, on peut trouver des solutions ensemble, ça, on est tous tout à fait d'accord avec vous, mais le taux d'imposition reste quand même très élevé, je trouve. Il a été stable, les augmentations, on avait fait 3% pendant 3 ans, donc c'est pas dans le mandat. Il y a un sujet, c'est facile, il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué, c'était le supplément là, qui commence à être distribué dans les boîtes aux lettres sur le document pédagogique sur le budget de la commune, justement. C'est quand même un document très conséquent qui fait 52 pages. Il n'était pas prévu à l'origine, en tout cas quand on nous avait donné les dates pour les différentes tribunes, il n'était pas évoqué. Pour combien ça pèse dans le budget, ça correspond quand même à une élaboration très longue qui va nécessiter du monde pour l'élaborer, de l'impression, de la distribution et une entreprise qui assure la mise en page, le design, etc. C'est comme à combien d'exemplaires il est tiré, c'est marqué dessus. Donc, oui, vous avez c'est 4200 ou 100, je ne sais plus. Donc c'est un budget très conséquent. Alors très conséquent, je laisserai la personne qui a les chiffres en tête vous répondre. Vous savez, quand je suis arrivé au budget finance de la collectivité, j'ai décidé que le budget sera plus mon problème, mais ça sera le problème de tous. Et donc du coup, maintenant mes chers étant collègues, au lieu que ça soit que moi qui valide les dépenses de la collectivité,
tous les adjoints responsables de leur service valident chaque bon de commande. Ils n'en peuvent plus, parce que le budget, c'est pas que mon problème en fait. C'est le budget, le problème, c'est le budget, c'est le problème de tout le monde. Et tout le monde, et ce soit mes collègues, mais c'est tous les citoyens. Et à un moment donné, quand l'État nous met au pied du mur à nous, entre guillemets, ponctionner de l'argent en permanence, et ben moi, je pense que c'est mon rôle d'élu, et on a passé quelques week-ends avec Armel et Aurélie, que je remercie chaleureusement pour avoir préparé ce document, et on a passé des week-ends à le faire, sur notre temps de repos normalement. Donc croyez bien qu'on a essayé de ne pas mobiliser les équipes en heure sup pour le faire. C'est le problème de tout le monde, et chacun et chacune qui habite la commune doit comprendre comment fonctionne une collectivité. Quel est le prix réel des services publics, combien il coûte, quel est le pourcentage de paiement, enfin de prise en charge par les habitants de services publics, et le problème que je viens de vous évoquer là aujourd'hui avec les fonctions, enfin, il y a quelques mois que ça intéresse, mais le budget c'est quand même un truc qui est très technique, et on a essayé de faire en sorte que les difficultés financières de la collectivité soient compréhensibles de tous et de toutes. Et c'est pour ça qu'il nous a paru important de faire ce document qui, je l'espère, est très pédagogique sur combien ça coûte, quelle est la part des habitants quand ils vont à la cantine, qu'est-ce qu'ils payent en fait finalement les habitants. Ils payent entre 1, 5 jusqu'à 20%, 30% du prix d'un repas. Et ça sur tous les services. Et pour nous ça nous paraît vraiment important que tout le monde se rende compte qu'en fait les services publics ça a un coût, et comment on fait pour le financer, et comment on fait pour le financer avec un tel degré d'incertitude et un tel degré de ponction. Alors le format, il peut être discuté, j'entends bien, j'ai pas de sujet là-dessus, mais sur le fond, on est à un stade où ça paraît vraiment important de faire de la pédagogie auprès des habitants pour que tout le monde comprenne que les services publics ça a un coût. Il est terminé de distribuer ou pas à ce moment-là? Parce que 4100 exemplaires, c'est bien ça? Donc une partie de la commune n'aura pas ce document. C'est le nombre de voix de. Ok, super. Raymond Besco avait demandé la parole. Oui, une courte intervention. Alors j'entends beaucoup Tristan, tout le monde parler de l'État. Moi je parlais plutôt des gouvernements. Certes, c'est la responsabilité de l'État qui ne tient pas ses engagements, mais il ne tient pas ses engagements sur la base de décisions politiques prises par les gouvernements. C'est pas l'État, lui, par lui-même, il ne prend pas de décision. Vous le laissez comme ça, il ne prendra pas de décision. Donc il y a un débat parlementaire, il y a des 49, je crois, des 49 000, des trucs comme ça, mais c'est des décisions prises par les gouvernements. Notre budget 2025 anticipe, comme l'a dit Tristan, un budget, un avenir plus qu'incertain. Et les efforts financiers supplémentaires qui sont demandés aux collectivités cette année pour redresser les comptes publics de l'État sont une gabegie, ni plus ni moins. Tous les territoires sont touchés. Il en résulte une baisse des subventions en cascade, et on le voit. Alors, on a parlé beaucoup des baisses de la part de l'État, mais c'est pareil de la part du département, voire des autres structures qui nous financent. Ce sont des financements en moins pour nos travaux, nos routes, nos écoles, et surtout pour les services les plus directs aux citoyens qui sont mis en péril. Je tenais à réaffirmer sur cette responsabilité politique du gouvernement. Roberto Drapon. Juste un petit complément concernant ce document. Deux choses. La première chose, il y a un côté pédagogique qui est demandé par les habitants. Notre travail, nous, c'est d'écouter le terrain, et c'est ce qu'on fait très régulièrement, d'être sur le terrain et à l'écoute des attentes. En 2019, on a fait des ateliers, les gens nous demandaient de mieux comprendre le fonctionnement des services.
On a fait des cafés citoyens, on a fait des réunions publiques, on rencontre des gens tous les jours, je dirais, pour pas exagérer, tous les week-ends, on discute avec des gens qui nous demandent des informations sur comment fonctionne la ville, la mairie, ses instances. Ça nous arrivait de répéter 3 ou 4 fois comment fonctionnait un conseil municipal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les services ont pour mission, Tristan le disait, de contrôler tous les comptes. Ce document, c'est pas un travail supplémentaire, ou en tout cas, c'est un travail supplémentaire dans le contexte dans lequel on est, où il faut contrôler toutes les dépenses. Et on sait exactement combien chaque service dépense, et ils l'écrivent. C'est tout. Donc c'est juste un rapport de leur activité, à l'instar des rapports d'impact qu'on peut trouver maintenant dans n'importe quelle entreprise pour s'assurer de la bonne gestion de son entreprise et de l'efficacité de ses actions. Juste l'impression, c'est 3 700 €. D'autres adhérents? Je vous vois avec le micro, alors je pense que vous voulez intervenir. Oui, il y a l'impression, il manque l'entreprise. Là, j'avais noté le nom qui a fait la réalisation et la distribution. Et en tant que représentant syndical, mais ça c'est ma vie professionnelle, je suis quand même un peu choquée d'apprendre que les salariés de la commune donnent de leur temps libre pour réaliser un document pédagogique qui répond à un besoin des habitants. J'espère qu'ils seront payés de ces heures supplémentaires. Alors, je vous répète ce qui m'est dit à l'oreille. J'ai entendu. Ouais, mais je le répète pour que tout le monde, c'est intéressant, le sache. On a évoqué ça d'ailleurs par rapport aussi à des départs en retraite récemment, puisque les agents de la fonction publique n'ont pas du tout les mêmes possibilités d'indemnité de départ en retraite qu'il peut exister dans le privé. Et quand je dis pas du tout, en fait, il n'y en a pas. Pour vous donner déjà un exemple là-dessus, il y a différentes catégories, C, B et A, dans la fonction publique territoriale, notamment, et les fonctionnaires de catégorie A, les heures sup ne sont absolument pas payées. Ils sont dans un cadre d'emploi où ils ont des résultats à amener et ils le font. Et nous avons la chance d'avoir au niveau de nos directions, de notre direction générale et de l'ensemble des directions, mais de manière générale aussi de la part de l'ensemble de nos services, quelles que soient les catégories d'emploi, d'avoir une forte implication de l'ensemble du personnel. J'en profite d'ailleurs pour les remercier, puisque vous tendez la main pour le faire ce soir de manière très générale, parce que on a à la fois une direction qui accompagne pas à pas l'ensemble des élus pour pouvoir mener à bien l'ensemble des projets, vérifier aussi pas à pas la tenue budgétaire, la tenue des comptes de la commune, pour pouvoir aussi suivre en ressources humaines l'ensemble du personnel, puisque une collectivité de notre taille, c'est aussi une belle entreprise. Et puis, au sein des différents services, des agents qui s'engagent pour faire les choses. Alors évidemment, je suis incapable de tous les citer ce soir, et ils ne m'en voudront pas, mais on a un certain nombre d'exemples d'actions qui sont menées par les agents de notre collectivité, qui sont derrière plébiscités aussi par les habitants et qui nous permettent d'avoir des équipements et des espaces publics qui sont tenus, d'avoir des services et des continuités de services qui sont opérées, notamment en cas de problème.
parce que c'est souvent ça, on dit souvent, le service public, on s'en aperçoit quand tout débloque. Et ces dernières années, il y en a eu des choses qui ont débloqué, puisque je vais refaire un petit historique. 2020 Covid, et puis ensuite, depuis, il ne se passe pas une année sans qu'il y ait quelque chose qui nous tombe dessus, et face auquel donc on doit assurer une continuité de service public. Et là-dessus, l'ensemble des personnels répondent toujours présents. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'année dernière, on a souhaité collectivement accompagner aussi un certain nombre de revalorisations. Il y a eu la prime, et puis notamment sur les catégories C. Ici, par exemple, personne ne paye aussi. Voilà. Donc ça me donne cette occasion de bien le rappeler, mais en effet, comme le disait notre directrice générale des services, bienvenue dans la fonction publique. Raymond Bescot. Oui. En tant que délégué syndical, le même niveau que Anne Dedon, même si on n'était pas dans le même syndicat. Oui, bon, on est du même niveau. Moi, je tiens à me plaindre, pour apporter un peu d'humour, du traitement des élus par les catégories A de cette commune. Parce qu'ils nous font bosser jour et nuit, relire 10 fois le même document, ras-le-bol, quoi. Voilà. Donc, je tiens quand même aussi à défendre les élus face à la maltraitance dont on fait l'objet dans cette commune. Voilà. Que ça soit dit. Je répète que c'est un trait d'humour quand même. Oui, c'est de l'humour. Mais Et je tiens à préciser que à la fois les personnels et à la fois les élus, lorsqu'ils font tout ça, le font de bonne volonté, c'est-à-dire que nous n'obligerons jamais quelqu'un à travailler en dehors des horaires de travail, et toute personne qui est amenée aussi à faire des heures supplémentaires n'est jamais obligée de le faire. Voilà. Que ça soit très clair, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un certain nombre de mauvaises interprétations de ce qu'on est en train de dire là, même si ça montre aussi la bonne entente qu'il y a et le travail serein aussi que nous avons. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Alors je vais me permettre de, sans trop rallonger, de rappeler quelques petites choses. Parce que on a eu un débat d'orientation budgétaire donc au conseil municipal précédent, pour moi un petit peu surréaliste, puisque on doit débattre, c'est-à-dire qu'on doit partager des points de vue par rapport à la gestion de notre commune. Le moment du budget est un moment important puisqu'il cale l'ensemble des projets de l'année. On fait aussi le bilan auparavant des projets qui ont avancé sur l'année précédente. Et puis c'est le moment, justement, ce début d'année, de réajuster éventuellement, d'adapter un certain nombre de services. Bref, en faisant le bilan, de pouvoir regarder ensemble ce qu'on fait sur l'année suivante. Et sur ce débat d'orientation budgétaire, mais c'est pas la première fois, on n'a pas eu vraiment cet échange, ou en tout cas on n'a pas eu de discussion sur des possibilités d'économie ou même de nouveaux services à la place de d'autres. C'est dommage, je le regrette à chaque fois. Et aujourd'hui, donc, on est avec un budget, et Tristan l'a bien rappelé, un budget dans lequel on se retrouve avec, finalement, par rapport à ce qu'on va voter ce soir, des informations qui nous arrivent qui sont plus catastrophiques que la catastrophe qu'on avait déjà
envisagées, c'est-à-dire moins 120 000 euros sur les dotations, une compensation de taxes professionnelles où on est à moins 90 000 euros. Vous aurez pas oublié quand même la question des droits de mutation qui ont été divisés par 2 ces dernières années et sur lesquels on ne voit pas de remontée aujourd'hui. Donc on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros encore cette année. On a fait le choix collectivement de ne pas alourdir la fiscalité, donc de ne pas augmenter les taux de fiscalité. On fait le choix d'expliquer tout ça en totale transparence auprès de l'ensemble des habitants. Et comme le disait Tristan, connaître le budget, connaître le prix du service public, connaître le fonctionnement entre les différentes collectivités, parce que combien de fois on nous demande de reboucher un trou dans une route qui n'est pas gérée par la commune, et l'explication qui en découle derrière. Ce document, allez, je prends une grosse louche, fait moins de 10 000 euros. Et la seule chose dont on va parler, c'est ce document, qui en plus est un document, au-delà d'être pédagogique, qui amène une totale transparence, puisque ça a été évoqué, c'est comme un rapport d'activité finalement, une totale transparence, alors que même sur des précédentes réunions ou sur des tribunes parfois violentes qu'on peut se prendre, on nous dit qu'on cache les choses, qu'on n'est pas transparent, etc. Donc à un moment donné, moi je veux bien tout entendre, mais aujourd'hui, on a un budget qui nous permet une maîtrise des dépenses que nous faisons année après année, un budget dans lequel on a une masse salariale qui reste aussi maîtrisée. On a une dette qui est parmi les plus faibles qui existent dans le secteur, et ce n'est pas dû au fait qu'on est dans la communauté d'agglomération, parce qu'il suffit de regarder aussi les endettements des communes qui sont dans la communauté d'agglomération. On a une recherche systématique de financement vers les autres collectivités, et en effet, on a une grosse inquiétude sur leur capacité à elles aussi de pouvoir nous accompagner. Le département a déjà été obligé de couper l'ensemble des aides, et d'ailleurs on en discutait encore la semaine dernière avec le président Bédier, qui me confirmait bien que la restructuration du collège est passée en extrême limite. On a encore maintenant c'est une disparition des dotations de l'État qui s'accumulent année après année. Et par contre, on continue, nous, de maintenir une capacité d'investissement qui est essentielle dans une commune comme la nôtre, parce qu'évidemment, sans équipement public, il n'y a pas de service public. Et donc, année après année, on fait l'entretien nécessaire sur nos équipements publics, on fait les adaptations nécessaires pour pouvoir répondre au mieux aussi aux habitants en fonction des besoins. On fait les rénovations énergétiques, et d'ailleurs, quand vous lirez ce document, vous verrez les premiers résultats que nous avons, et c'était un engagement qu'on avait pris en 2021 ou 2022, de pouvoir rendre compte de manière totalement transparente sur les résultats des rénovations énergétiques et donc les résultats sur les diminutions de consommation. Vous les avez, et vous les avez même directement en chiffres dans un tableau. Et de pouvoir, donc derrière, ne surtout pas obérer l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, grâce à la gestion que nous parvenons à faire année après année, et même si en effet il a fallu augmenter la fiscalité de temps en temps, au fur et à mesure des dernières années, aujourd'hui on a un budget qui va tenir. Et qui va tenir à la fois pour rendre le service public et à la fois pour pouvoir préparer l'avenir. Et c'est ça aujourd'hui l'essentiel. Alors je veux bien qu'on aille pinailler sur un document
en essayant de faire croire qu'on fait de la com, mais à un moment donné, il faut être aussi assez clair. Et l'objectif, quand il y a des vraies problématiques financières dans nos collectivités de manière générale, c'est que l'ensemble des habitants ait toute l'information. Et souvent, en plus, quand on parle de budget, on se retrouve avec des chiffres parfois pris de manière hasardeuse. Là, au moins, tout le monde aura le même niveau d'information et c'est tant mieux. Je vous propose de passer au vote de ce budget. Pardon, on vote, merci. Je ne voudrais pas avoir un vice de forme. Vote des taux de fiscalité pour 2025. Alors, qui est contre? Donc, contre le maintien des taux de fiscalité. Abstention. Contre, je l'ai expliqué tout à Le maintien l'heure. des taux de fiscalité cette année. Contre Abstention. Je vous remercie. Budget primitif. Qui est pour? On va changer un petit peu quand même. Alors, contre. 4 contre. Abstention, c'est pour vérifier. Je vous remercie. Merci Tristan, une petite remarque, vas-y. Enfin, juste pour conclure, c'est quand même dramatique de voter contre une stabilité des taux et d'avoir rien à proposer. Quoi. Ça me dépasse. Allez, vie associative, convention d'objectifs avec l'AMM et la UJC. Roberto. Merci, monsieur le maire. Donc, dans le cadre de subventions qui sont versées par les collectivités à des associations de droit privé, à partir du moment où cette subvention dépasse 23 000 €, on doit conclure une convention avec cet organisme, cette association. Sur la ville de Manille-Hameau, 2 associations sont concernées. L'AMJC, qui va avoir une subvention de 50 000 € pour 2025, et l'AMM, l'association musicale de la Mérontaise, pour lequel sera versée une subvention de 28 500 €. Concernant l'AMM, on a fait un petit rappel sur les subventions qui a été versées les années précédentes, 23 000 € en 2021, 25 000 en 2022, 40 500 € en 2023 et 33 500 € en 2024. Et donc, l'idée c'est de conclure avec chacune de ces associations une convention pour l'année 2025 qui permet de contrôler l'objet, le montant, les conditions d'utilisation de cette subvention. Et on vous propose donc d'autoriser monsieur le maire à signer ces conventions. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Bravo. Délibération suivante. Alors c'est un dossier qui est plutôt transversal et qui va être d'abord présenté par Jean, puisque ça concerne de l'urbanisme. Mais Magali et Tristan pourront également, s'ils le souhaitent, intervenir, puisqu'ils travaillent également sur ce dossier qui est donc la promesse de bail à construction avec l'association Maison Madeleine. Merci, monsieur le maire. Alors, effectivement, on est là aussi, comme souvent en urbanisme, à la confluence de plusieurs délégations, notamment la délégation financière, vous l'avez dit, monsieur le maire, et puis du fait de la vocation sociale intergénérationnelle du projet, la délégation de Magali. J'ai un peu envie de vous présenter cette délibération sous la forme de quelques chiffres clés. D'abord, quelques dates.
Hein. Vous rappelez qu'il y a presque 4 ans déjà qu'on a préempté sur un terrain de quelques 2000 mètres carrés, avec une surface de plancher de 1200 mètres carrés. Et une autre date, qui est beaucoup plus récente, celle-ci, c'est janvier dernier, puisque c'est là que Maison Madeleine a obtenu son permis de construire. Et puis, un chiffre important aussi, et qui conditionne presque tout le projet fondamentalement social, c'est le coût d'acquisition, la dimension, hein, je vous rappelle, 800 000 euros à l'époque, donc en 2021. Autre chiffre clé qu'il faut peut-être retenir, c'est la durée, et là on rentre un petit peu dans le détail, dans le bail à construction inversé. Peut-être que mes collègues expliqueront plus avant ce qu'est un bail à construction inversée. Et j'y échappe pas, puisqu'il faut expliquer la durée, qui est de 40 ans pour nous. Hein, c'est ce que Maison Madeleine a réussi à convenir avec un notaire spécialisé dans ce domaine. 40 ans qui deviennent 38 parce qu'il y a 2 ans de franchise. Donc un loyer qui porte sur une période un peu plus courte que les 40 ans et donc qui est un peu plus élevé. Dans le loyer, on passe de 2000 montant annuel de 22 500 à 23 684 euros. Et puis un chiffre important aussi, c'est le coût de l'opération qui est de plus de 3,2 millions. Mais ça, c'est l'affaire, je dirais, de Maison Madeleine, puisqu'on doit rechercher encore des investisseurs. Sur ces 3,2 millions, il y a 1 million d'emprunts, notamment un emprunt à taux zéro de 500 000 euros obtenu auprès de la CNAV, et un autre emprunt de 500 000 euros également, donc 2 fois 500 000 euros pour arriver à ce million, qu'il a auprès d'un organisme bancaire, et ils espèrent avoir un taux, ce qu'on trouve le mieux un peu maintenant, de 3,3%. Voilà. Donc, sur la période de 40 ans, leur engagement, c'est de construire, c'est de maintenir en état le projet. C'est également du fait de clauses contraignantes de maintenir la finalité sociale aussi du projet. Et puis donc un paiement différé en quelque sorte sur 38 ans. Et ensuite, eh bien, tous les droits à construire, ils deviennent propriétaires du sol et puis de ce qu'ils auront fait dessus. Voilà, après résumé, comment je peux vous présenter cette promesse. Donc là, on est sur la promesse, puis dès lors que les conditions suspensives seront réalisées, on autorise également Monsieur le maire à signer le bail. C'est un compromis pour le moment, en quelque sorte. On connaît bien, quand on a acheté un bien, il y a souvent un compromis. La condition étant souvent que la banque suive, comme on dit, la banque m'a suivi, la banque n'a pas suivi. Voilà. Là, on est un petit peu dans cette configuration aussi. C'est un sujet sur lequel on est revenu souvent, on a souvent délibéré. Je parlais de la préemption, mais il y a aussi le temps qu'on a laissé à Maison Madeleine pour peaufiner leur projet. Merci. Est-ce que Magali, Tristan veulent Magali? Oui, je veux bien prendre la parole. C'est effectivement un beau projet, on l'a dit depuis le début, et on sent que là, les choses arrivent un peu au bout. Et en tout cas, on l'espère. On a effectivement, comme tu l'as dit, Jean, soutenu Maison Madeleine. Et ce bail de construction inversée, c'est l'aboutissement en fait, de tout ce travail de 4 années. On sait, Maison Madeleine a travaillé vraiment de concert avec les habitants, a réuni l'ensemble des habitants et les
futurs voisins en fait de Maison Madeleine pour co-construire avec eux ce bâtiment. Le permis a été validé et là les recours sont terminés. Et donc avec ce projet, on espère un début d'édifice le plus rapidement possible. Tristan, peut-être en 2 mots expliquer pourquoi on est parti sur ce schéma juridique. L'association effectivement avait une volonté de créer de l'habitat inclusif. Nous, on avait une volonté, comme on a indiqué dans notre programme, de créer de l'habitat notamment à destination des seniors, afin de pouvoir avoir un parcours résidentiel sur l'ensemble de la commune. Et l'association, malheureusement, avait quand même des difficultés à monter l'ensemble du budget. Et il nous a semblé opportun du coup de faire un bail à construction. Du coup, on leur donne à disposition un terrain pour une durée de 40 ans, dans lequel ils ont une obligation de construire. Et pendant ces 40 ans, ils vont verser un loyer qui correspond entre guillemets à peu près le prix, avec une petite majoration évidemment due à l'inflation, mais au prix du terrain. Et du coup, à la fin des 40 ans, ils pourront acquérir du coup le terrain à une somme qui est symbolique. En fait, c'est un peu un leasing du terrain pour leur permettre budgétairement de pouvoir monter ce projet qui nous paraît très intéressant pour répondre à plusieurs besoins de notre population. Et c'est un schéma juridique qui nous permet de sécuriser aussi notre point de vue l'objet social, puisque du coup on va avoir un bail de construction dans lequel il y a beaucoup de clauses et de pénalités dans tous les sens, ce qui nous permet d'être certain que le projet ira au bout. On a sécurisé ça notamment avec une garantie financière d'achèvement que le preneur devra prendre, c'est-à-dire que Maison Madeleine devra s'engager et avec une caution à financer l'ensemble de la construction et à la terminer dans un délai de 4 ans et 2 mois. Comme ça peut nous permettre de nous prémunir d'une potentielle friche en cas de difficulté de financement d'un quelconque financeur, comme vous l'avez vu dans le budget, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Voilà, donc en tout cas c'est un projet qu'on a travaillé un projet qui a pris plusieurs années à sortir et vraiment on peut remercier la ténacité de nos interlocuteurs chez Maison Madeleine qui vraiment, malgré des mauvaises nouvelles de financement, ont tenu bon, ont porté ce projet vraiment avec une énergie bluffante et donc en tout cas c'est un beau projet pour l'activité, pour les habitants et pour Maison Madeleine. Et j'espère qu'il va pouvoir maintenant se concrétiser, parce que voilà, il faut que maintenant la première pierre soit posée et que la construction soit faite. Y a-t-il des remarques ou des questions? Anne Ledon? Oui, un beau projet social, et j'ai hâte de voir également les fruits et les connexions que ça va donner entre ces différentes générations. Une petite question dont Tristan évoquait comment ça se passe si jamais l'association a du mal à financer la construction, mais après on parle aussi de 40 ans. 40 ans c'est très long au regard d'une association. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête en cours de route, si financièrement ça ne tient pas la route, le schéma financier c'est ça qui est intéressant. déficitaire, etc. Qu'est-ce qui se passera pour la commune et pour ses locaux? En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si à un moment donné, l'association, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans le détail juridique, mais en tout cas, si le projet financièrement n'arrive plus à être viable, en fait, et s'il n'arrive plus à payer un loyer, notamment, du coup, c'est ce qui nous permet de nous protéger d'une friche, c'est que du coup, le bâtiment et l'ensemble des accessoires revient à la collectivité. On ne le souhaite pas. Honnêtement, on est persuadé que ça va tenir, parce qu'on a challengé vraiment de manière assez... ils en avaient marre, le budget. Question à chaque fois. Non, on pense honnêtement qu'il y a peu de difficultés. Il n'y aura pas forcément de difficultés, en tout cas a priori, le budget a l'air bien ficelé. Ils sont très bien accompagnés par des grands noms du secteur social. Donc pour l'instant, a priori, il n'y a pas de sujet. En tout cas, on a tout prévu. D'ailleurs, elle n'en pouvait plus, la présidente, parce que je prévoyais
envoyer des clauses pour X ou Y raison ne sont pas très bien à venir, avec des pénalités justement pour, en cas de difficulté, pouvoir reprendre possession si on sent que le projet s'arrête et du coup on n'a pas envie d'avoir une friche. Donc du coup effectivement on a pris des clauses dans tous les sens pour nous permettre de récupérer la jouissance du bien si besoin, en cas de difficulté financière majeure. Et avec un suivi très régulier aussi, justement, de l'ensemble de l'activité et donc de l'ensemble aussi de l'entretien du bâti, etc. Ouais, ils ont l'obligation de transmettre les contrats d'entretien, les rapports d'entretien de tous les équipements pour justement nous permettre de s'assurer que le bâtiment, même s'il ne nous appartient pas, à terme, s'il ne lève pas l'option d'achat, nous appartiendra. Donc on a une obligation ils ont une obligation de locataire, donc de nous transmettre tous les rapports d'entretien et on serait effectivement aussi au comité de suivi pour s'assurer que le projet social continue. C'est un dossier, je le dis souvent, qui avance vraiment main dans la main. Et d'ailleurs, l'ensemble des clauses qu'il y a dans le travail qui a été effectué là rassure à la fois les uns et les autres. C'est-à-dire que c'est pas juste on est content de faire quelque chose ensemble. On se protège aussi à la fois l'association elle-même et à la fois nous en tant que collectivité, puisque évidemment, sur 40 années, les interlocuteurs changeront forcément aussi. Plus c'est écrit, plus c'est détaillé, plus l'objet de cet équipement sera aussi protégé. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Alors pour vérifier, abstention, refus de vote, contre, unanimité, merci. Ensuite, en travaux, c'est pour Raymond, sur l'avenant 3 pour les installations de chauffage. Oui. Donc c'est un avenant qui porte sur le marché d'exploitation d'installations de chauffage eau chaude sanitaire, ventilation, climatisation, avec gros entretien, renouvellement et intéressement aux économies d'énergie. J'ai pris le temps de détailler sur quoi porte cet avenant parce que il est composé de deux parties. Alors c'est un peu un pâté d'alouette cet avenant. Il y a une suppression de prestations sur deux bâtiments, le centre de loisirs Henri Dess et la salle de festivités, qui portent sur l'eau chaude sanitaire et donc qui diminue la redevance annuelle de 14,96 €. Donc ça c'est pour l'alouette. Et pour le cheval, maintenant, il y a l'ajout de la prestation P3. Alors la suppression, c'est à partir de demain. Et l'ajout de la prestation P3 sur le site 18 de la Maison de l'Environnement, des Sciences et du Développement Durable, la MESDD, à compter du 1er juin 2025. Pour un montant de 39 192,59 € hors taxe. Alors, je vous passe le détail des montants et il s'agira au final d'autoriser le maire à signer cet avenant 3, donc avec la suppression de 15 € et l'ajout de 47 000 € TTC. Ce qui est important de comprendre, c'est le contenu, et je vais essayer de faire vite, de cet avenant, puisque je n'ai pas pu le présenter en commission, puisqu'il n'y a personne. Comment? Ah oui, il n'y a personne de position. Il n'y a personne de position. Donc je vais quand même le présenter, pour que vous sachiez un peu de quoi on parle. Il s'agit surtout, là encore, de remettre à niveau le bâtiment. Donc on a parlé tout à l'heure de la toiture et de l'étanchéité et de l'isolation. Maintenant, on va s'attaquer
toute la partie ventilation, chauffage, eau chaude sanitaire. Le but, c'est de changer le plus vite possible les deux chaudières, pour mettre des chaudières à condensation, pour faire baisser. Alors, maintenant qu'on a isolé, il faut quand même qu'on fasse baisser la consommation de gaz. Donc changement des deux chaudières. Chaudière qui tournait H24 pour produire de l'eau chaude sanitaire. Donc on va en profiter pour découpler la production d'eau chaude sanitaire de manière, on en utilise très très peu parce que même s'il y a des douches, plein de choses tout à fait correctes de ce point de vue-là à l'intérieur, il y a très peu d'utilisation d'eau chaude sanitaire. Donc faire tourner des grosses chaudières pour produire très peu d'eau chaude sanitaire, c'est pas intéressant. Donc on va très rapidement mettre en place une unité de production d'eau chaude sanitaire indépendante, ce qui permettra de couper les chaudières pendant une grande partie du temps sur ce bâtiment. Il s'agit également de refaire toute la partie ventilation du hall. Parce que pour l'instant, on extrait l'air du hall. Alors on n'extrait plus parce que c'est en panne, mais c'est censé extraire l'air du hall et envoyer de l'air chaud à l'extérieur. Donc c'est pas très très raisonnable comme système. Donc on va assez rapidement, dès qu'on aura voté d'ailleurs, dès que ça va se mettre en route, et c'est déjà chiffré et prévu, changer tout le système de ventilation du hall de manière à avoir un système de récupération d'énergie. On va isoler toutes les tuyauteries qui étaient plus isolées, on va changer le système de pilotage qui est complètement obsolète, voilà, pour le principal des travaux, et donc c'est dans ce cadre que je vous propose d'approuver la conclusion de cet avenant et d'autoriser le maire à le signer. Merci Raymond pour cette présentation. Y a-t-il des remarques? A priori oui. Non, juste une petite question. D'accord. Stéphane Bouchard. Je souhaitais savoir, est-ce qu'on parle ici, on parle d'Engie là? Est-ce que l'avenant comprend les deux remplacements de chaudière? L'avenant dont on parle? Ouais, je ne vais pas être vache, je l'ai dit en commission, mais vous n'étiez pas là. Mais, oui, ça prévoit alors c'est 47 000 par an. C'est pas en une fois, hein. On ne paye pas 47 000 € pour deux chaudières. C'est 47 000 par an, mais oui, ça prévoit ça. Et est-ce qu'on passe par notre mainteneur, c'est-à-dire Engie, avec un contrat sur 10 ans? Bah oui, c'est marqué dessus, c'est l'avenant. C'est bien ça. Il reste 7 ans. C'est ça. Je reste persuadé que des contrats aussi bons, c'est plus d'actualité à ce jour. Mais bon, ceci dit, s'ils nous accompagnent dans l'économie d'énergie, c'est une très bonne chose. Bah, il y a un intéressement, hein. Donc ils y ont intérêt, et nous aussi, et tout le monde s'y retrouve. Je vous renvoie à la lecture du document de 50 pages qui est extrêmement intéressant, très bien fait à réaliser. Je n'ai pas encore reçu, je vois avec plaisir. Pas reçu, mais tu l'as. À nos adresses, nous l'avons pas encore reçu. Oui, mais vous l'avez. Allez. Mais on lance le progrès. Allez, on se taquine. Allez. Et juste me mettre en complément, n'hésitez pas à nous prévenir quand vous n'êtes pas là, parce que c'est vraiment pas agréable en fait. Enfin, je dis gentiment, mais on peut il y a des commissions, vous nous prévenez, si vous n'êtes pas dispo, on reporte, on a fait sur la commission finance, on est prévu à 9h, parce que vous ne pouvez pas, alors à midi. Enfin, c'est vraiment pas agréable de vous attendre qu'il n'y a personne qui arrive. Et qu'on n'est pas prévu. Et qu'on n'est pas prévu. Parce que là, le moins des politesses, c'est de prévenir. Et les économies d'énergie, alors au-delà de ce document très bien fait, on a eu aussi déjà l'occasion ici en conseil municipal de les aborder, puisque on avait eu aussi des bilans qui étaient faits dans le cadre des renouvellements. Et on voit en effet qu'il y a un bel intérêt à travailler comme ça. Et d'ailleurs, on l'avait abordé, puisque tu étais déjà intervenu pour dire que c'était très long. Mais pour un intéressant, c'est plutôt intéressant. Voilà.
Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Je vous remercie, félicitations. Il y a la liste des décisions, il y a déjà eu une question sur une décision. Est-ce qu'il y en aurait d'autres sur d'autres décisions? Est-ce qu'il y aurait des questions sur d'autres décisions? Non. Eh bien, nous clôturons cette séance du Conseil municipal. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.